Donc bonjour à tous, merci pour l'invitation. Comme Emmanuel a dit, aujourd'hui je vais vous parler plutôt de mes travaux de postdoc. On pourra faire un séminaire sur les travaux de thèse si vous le souhaitez par la suite. C'est vrai que je suis parti un petit peu comme un voleur au LPL. Et donc aujourd'hui je vais vous parler plutôt du degré d'oxydation du titane dans l'ibonite. Donc on va regarder ça à différentes échelles, en allant de l'échelle du nanomètre, enfin du micron d'abord, mais du nanomètre ensuite, puis ce qui se passe à l'échelle atomique. Et on va regarder un petit peu ce qui se passe à ces différentes échelles et à voir quelle implication on a pour les conditions thermodynamiques du système solaire primitif. Donc quand on regarde les chondrites primitives, voilà ce qu'on obtient. On voit qu'on a différents constituants avec des inclusions réfractaires, des chondres, des grains de métal et une matrice qui vient cimenter le tout. Et ce qui est intéressant, c'est que ces différents composants ne sont pas formés de la même façon dans le disque et qui vont avoir enregistré donc des processus caractéristiques à des époques un petit peu différentes du disque protoplanétaire, mais aussi des modifications secondaires sur leur corps parent. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser plus en profondeur aux inclusions réfractaires. Alors pourquoi? Parce que c'est en étudiant ces assemblages minéralogiques qu'on s'est rendu compte qu'elles formaient un petit peu le temps zéro de notre système solaire avec un âge radiométrique de 4,56 milliards d'années. Et c'est en étudiant ces assemblages qu'on a pu voir qu'elles correspondaient plus ou moins bien à un modèle à l'équilibre un modèle thermodynamique de condensation à l'équilibre. Et donc on a pu comprendre vraiment que le système solaire primitif était marqué par la condensation de solides réfractaires à partir d'un gaz de composition solaire. Donc lorsqu'on travaille sur ces CAI, on s'intéresse vraiment un petit peu aux premières étapes de formation des premiers solides dans le système solaire. Alors, dans ces assemblages minéralogiques, on retrouve différents minéraux, mais aujourd'hui, on va s'intéresser tout particulièrement à l'ibonite. Alors, pourquoi l'ibonite? Parce qu'elle contient une concentration assez importante de matériaux de transition, à savoir donc du titane, du vanadium, du fer. Et en fait, la première chose, c'est que ces métaux de transition vont être relativement concentrés, donc ça va être relativement simple de les analyser par spectroscopie. Mais en plus, comme ce sont des métaux de transition, ils peuvent rentrer dans la structure de l'ibonite sous différents degrés d'oxydation. Et ce degré d'oxydation va nous intéresser puisque si on rentre plus ou moins du titane 3+, ou plus ou moins du titane 4+, ça va dépendre de paramètres fondamentaux et notamment de la pression partielle d'oxygène dans le gaz. Alors je reviens sur cette slide juste pour préciser que l'ibonite en plus est vraiment un des premiers matériaux à se former dans ce modèle de condensation. Et donc encore une fois, étudier ce minéral en particulier permet de s'intéresser à des conditions vraiment du début de cette série de condensation. Donc, on retrouve différents types de CAI. Aujourd'hui, on va s'intéresser plutôt aux CAI de type compact, mais il faut savoir qu'elles n'ont pas forcément la même origine, ou en tout cas la même histoire, puisque les types plutôt fluffy vont avoir une morphologie, on va dire, plutôt primitive, avec des reliefs accidentés, et on sait qu'elles n'ont pas vraiment subi de processus secondaires après leur formation, à part l'altération sur le corps parent. Alors que les CAI de type compact, elles, peu après leur formation, en fait, ont subi un événement thermique transitionnel relativement court qui va leur donner cette forme arrondie. Et donc, ça va impacter forcément l'histoire qu'on tire de ces paramètres fondamentaux que sont le degré d'oxydation et la pression partielle d'oxygène. Donc, on aimerait bien mesurer le degré d'oxydation dans ces minéraux. Et quand on regarde un petit peu la littérature, en fait, des personnes ont essayé de faire ça dans l'ibonite, mais aussi dans d'autres minéraux des CAI, et ils ont fait ça, on va dire, dans un premier temps, à l'échelle que j'appelle bulk, c'est-à-dire sur plusieurs microns, avec des méthodes comme l'electron spin resonance, ou tout simplement à la microsonde, où on va essayer d'obtenir la stoichiométrie en balançant le nombre de charges TI3+, TI4+. Alors aujourd'hui, je parle spécifiquement du titane parce que c'est quand même un élément qui est beaucoup plus enrichi dans l'ibonite. On montrera par la suite que les autres métaux de transition, sont moins concentrés et donc on va vraiment s'intéresser au titane.
Donc ces techniques bulk, elles ont le mérite d'avoir été appliquées dans différentes météorites. C'est un petit peu plus simple de les appliquer, mais quand on regarde le travail de Patricia Doyle et de ses collaborateurs en Australie, en fait, dans leurs études, ils montrent que finalement ces grains d'ibonite, ils sont relativement petits, parfois inférieurs au micron, et donc les mesurer par des mesures, on va dire, à l'échelle du micron, comme la microsonde, etc., ça va poser le problème, premièrement, que on va pouvoir faire du mélange sous le faisceau. Donc, quand on va faire la détermination du TI4+, versus TI3+, on va peut-être modifier un petit peu la valeur. Et surtout, ils se sont rendus compte que ces grains pouvaient être hétérogènes à l'échelle de la centaine de nanomètres. Et donc, quand on a une mesure bulk, on ne sait pas si c'est vraiment représentatif de ce qui s'est passé, de l'histoire du grain en lui-même. Donc nous, l'idée, ça va être un petit peu d'aller voir qu'est-ce qui se passe à ces échelles-là. Donc eux, ils ont utilisé des mesures synchrotrons en spectroscopie d'absorption. Mais nous, aujourd'hui, on va utiliser donc la spectroscopie Hills, donc à savoir de la perte d'énergie. Et pourquoi on va s'intéresser spécifiquement aux Hills? Premièrement parce que ça donne des mesures qui sont relativement similaires à ce qui se passe en XANES. On est sur le même principe physique. Dans un cas, on est dans l'absorption, dans l'autre cas, on est dans de la perte d'énergie. Le Hills, il va nous permettre notamment d'avoir une meilleure résolution spatiale, donc on va vraiment pouvoir aller sonder un petit peu ces hétérogénéités à l'échelle de la centaine de nanomètres. Donc on l'a implémenté ici dans notre microscope électronique à transmission au LPL. Et enfin, on va s'intéresser aux Hills parce qu'il y a une méthode qui a été déjà développée par Stoyanov et collaborateurs en 2007. Alors cette méthode de Stoyanov, elle est représentée ici. En fait, ce qu'ils ont proposé, c'est qu'ils ont mesuré différents standards avec différents degrés d'oxydation, en partant ici, par exemple, d'un degré d'oxydation 4+, et en allant jusqu'ici à un degré d'oxydation 2+. Et vous voyez, quand on observe les différents spectres qu'on obtient, on va avoir un décalage chimique du spectre vers des plus basses énergies lorsqu'on est vers un degré d'oxydation plutôt 2+, et un décalage chimique plutôt vers des hautes énergies lorsqu'on est sur un degré d'oxydation 4+. Alors on voit que dans ces edges, on va avoir un certain nombre de structures fines qui vont être relativement complexes et difficiles à lier au degré d'oxydation. Donc pour s'affranchir de toute cette complexité, en fait Stoyanov a on va dire mise à jour une méthode qui a déjà été développée pour l'oxydation du fer et dont on connaît très bien, dont on caractérise très bien le degré d'oxydation par ailleurs. Et cette méthode, il s'agit tout simplement en fait d'intégrer deux fenêtres, une après le edge et une avant le edge. Donc on va juste simplement faire le ratio de cette deuxième fenêtre sur la première. Et ça, encore une fois, ça va nous permettre de suivre ce shift chimique tout en s'affranchissant de la complexité de la structure fine. Donc quand on fait le ratio de ces deux fenêtres, IL2 sur IL3, voilà ce qu'on obtient, une corrélation exponentielle entre les différents ratios d'intensité versus le degré d'oxydation. On peut noter déjà qu'on a une certaine dispersion pour des TI4+ purs, on va en reparler par la suite, mais ça va poser potentiellement problème pour analyser le degré d'oxydation. Alors avant de rentrer réellement dans l'application de la méthode, je vais vous décrire un petit peu plus ce que c'est que la structure de l'ibonite. L'ibonite fait partie du groupe des magnétoplombites et elle a un calcium pour 5 sites alumineux. Donc on a 5 sites différents d'aluminium où on va pouvoir substituer différents éléments. On sait par les études précédentes que le titane va substituer plutôt sur les sites 2 et 4 lorsqu'il est 4+, mais il va plutôt préférentiellement aller sur le site 4 lorsqu'il est 3+. Lorsqu'on regarde un petit peu la concentration de magnésium et la concentration de titane, on se rend compte en fait que les deux évoluent avec une corrélation de 1 pour 1 dans la structure. Et ça, en fait, c'est tout simplement lié au fait que le titane va être incorporé majoritairement à partir d'une substitution couplée. Donc, on va remplacer magnésium 2+, plus Ti4+, va remplacer 2 aluminium 3+. Et ça va nous permettre de garder la neutralité de charge. Alors la position exacte de substitution du titanium dans la structure, elle est encore débattue, et donc avoir des mesures directes de sa localisation va être très important, parce que
C'est en sachant où va le titane qu'on va pouvoir écrire les réactions de défaut correctement et pouvoir lier correctement notre structure minérale, notre chimie minérale à notre pression partielle d'oxygène, notre température ou notre pression. J'insiste un petit peu là-dessus parce que c'est vraiment cette chimie cristalline finale et comment sont faits ces défauts de réaction qui va nous donner les conditions dans lesquelles le minéral s'est cristallisé ou a été équilibré en dernier. Donc l'objectif de cette étude, dans un premier temps, ça a été d'essayer de reproduire la méthode de Stoyanov. Donc pour ça, on va mesurer différents oxydes de titane avec donc le HILS. Histoire de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe dans les structures fines, on a utilisé un modèle ab initio en utilisant le programme Vin2K. Donc ça va nous permettre encore une fois de mieux comprendre pourquoi on a ces différents pics et comment on liait la structure fine à ce qui se passe dans la structure cristalline. On va appliquer donc cette méthode dans nos échantillons naturels à l'échelle du nano et observer si on a des gradients de degrés d'oxydation. Et enfin, on va appliquer cette méthode à l'échelle atomique. Et ça va nous permettre, encore une fois, de contraindre la chimie cristalline et où est-ce que le titane substitue dans la structure. Et donc à partir de ces observations, c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir remonter aux conditions initiales du système. En termes de méthode, je mets juste ici que les échantillons d'Ibonite ont été extraits par FIB. C'est moi qui les ai préparés, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ont été analysés sur notre microscope électronique à transmission ici au LPL, donc qui est un Hitachi HF 5000. Donc dans un premier temps, on a mesuré nos différents standards et on obtient ces différents spectres superposés que vous pouvez voir ici à droite. Alors j'ai juste, inversé le degré d'oxydation. Donc ici TiO, on est en 2+, alors que pour TiO2, FeTiO3 et CaTiO3, on est en 4+, et avec un mix pour ces trois autres spectres. Vous voyez que dans notre cas, dans nos conditions expérimentales, dans nos conditions optiques, on va aussi observer ce décalage chimique de ces différents spectres. Et je vous ai représenté ici les deux fenêtres dont on va prendre le ratio plus tard. Alors on a mesuré aussi des échantillons synthétiques d'Ibonite qui viennent de l'étude de John Beckett en 1988. Alors pourquoi on a fait ça? Parce que dans un premier temps, on va être sur des compositions similaires, sur une structure cristalline similaire, puisqu'on va mesurer des Ibonites dans les deux cas. Et ce qui va nous intéresser, c'est que John a mesuré aussi le degré d'oxydation du titane par une méthode orthogonale, et donc ça va nous permettre de confirmer si notre méthode analytique fonctionne ou non. La dernière chose qui nous intéresse dans ces échantillons, c'est que lorsqu'il a cristallisé ces échantillons, il a contrôlé la fugacité d'oxygène, et donc on va pouvoir essayer de lier le degré d'oxydation à un degré de fugacité d'oxygène. On a pris 3 échantillons dans cette série, on a essayé de dispatcher un petit peu les mesures pour aller de 0,85 jusqu'à 0,95 en termes de degré d'oxydation. Donc voilà les différents spectres que l'on obtient pour l'Ibonite synthétique. On va y revenir par la suite pour les comparer à d'autres choses. Oui. Pierre-Marie, excuse-moi. Est-ce que tu peux rappeler la température à laquelle il avait fait ses manips, John Beckett? Alors, il a fait varier pour quelques expériences, mais la majorité sont à 1430-1450 K. Alors, maintenant, si on applique simplement la méthode de Stoyanov, donc on prend nos deux fenêtres d'intégration et on fait le ratio de l'un sur l'autre, on obtient ce type de diagramme avec une relation là aussi exponentielle. Et ici, donc, ce qu'on a, c'est en bleu les standards que je vous ai montrés sur les oxydes de titane, et en rouge les échantillons synthétiques dont on parlait avec Guy, dont on connaît le degré d'oxydation à partir de méthodes de spin resonance. Alors, la première chose qu'on voit, en fait, c'est que la relation qu'on obtient n'est pas du tout la même que celle que Stoyanov avait dans ses conditions optiques. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit qu'on a, encore une fois, une dispersion assez importante d'intensité de fenêtres lorsqu'on est à un même degré d'oxydation. Et donc ça va être un problème, puisque ça va générer des erreurs assez importantes lorsqu'on va vouloir mesurer nos échantillons naturels. Alors,
on s'est intéressé à d'où pouvait en fait provenir cette dispersion, et lorsqu'on regarde la première fenêtre, donc IL3, on voit que ça évolue linéairement. Maintenant, si on regarde les variations d'intensité pour l'IL2, alors une fois qu'on a normalisé nos spectres à leur maximum, bien sûr, lorsqu'on regarde l'intensité de la deuxième fenêtre, donc après le edge, on voit qu'on a une forte dispersion qui apparaît pour ces différents échantillons, et même au sein même d'un seul échantillon. Donc a priori, c'est cette deuxième fenêtre qui pose problème, et en fait ça se voit assez bien quand on regarde les spectres. La localisation de cette fenêtre en fait n'est pas au même endroit pour les différents spectres. Avec ici, on va être plutôt sur, on va dire, la pente de ce pic D, donc on va intégrer une intensité relativement faible en comparaison de la pérovskite, où on va être vraiment localisé au niveau du pic, et où l'intensité qu'on va intégrer va être beaucoup plus forte. Donc comme je disais, pour comprendre un petit peu mieux les structures fines, on a utilisé le modèle Vin2K. On est simplement parti d'une structure cristalline. On a minimisé les énergies de la structure, puis on a modélisé les densités électroniques. Et ça nous a permis d'obtenir un spectromodèle à partir du logiciel Telnes. Donc ici, j'ai représenté ce qu'on obtient avec nos données expérimentales, donc le diagramme que je vous montrais avant est en pointillé ici, et j'ai superposé les spectres obtenus par le modèle en ligne pleine ici. On voit qu'on reproduit assez bien la plupart des structures fines, avec malheureusement des problèmes d'intensité de pic, on pourra en rediscuter par la suite. Mais la présence des structures fines et la position des pics est assez bien reproduite, sauf pour la pérovskite, tout simplement liée à la taille du calcul. C'est pareil, on peut revenir par la suite là-dessus si vous voulez. Ce qui nous intéresse vraiment ici, c'est par contre que la position en fait de l'onset, donc la position du edge au début, elle va toujours évoluer linéairement avec un autre degré d'oxydation, donc ça c'est bien vérifié. Mais par contre le L2, effectivement, donc si on prend le TI2O3 qui a un degré d'oxydation plus faible que le TI3O5 par exemple, on voit bien que son pic D est situé plus à droite, à des plus hautes énergies que pour quelque chose qui a un degré d'oxydation plus élevé, ce qui est l'inverse de ce qui devrait se produire si on suit la méthode de Stoyanov. Donc ça nous a permis de montrer que c'était pas uniquement nos conditions expérimentales qui posaient problème, c'était aussi inhérent en fait au champ cristallin, à la présence des différents cations dans la structure, et c'est ça qui va faire varier ce pic D à différentes positions. Ce qui nous intéresse surtout dans Vin2K, c'est qu'on va pouvoir produire des échantillons qu'on n'a pas, ou qui n'existent pas vraiment dans nos collections, on va dire. Et donc, dans un premier temps, on a essayé juste de reproduire le shift chimique, hein, donc avec un degré d'oxydation ici de 0,5 et un degré d'oxydation de 1, et on arrive bien avec notre modèle à reproduire ce shift chimique avec le déplacement du pic A, notamment ici. Mais ce qu'on a surtout pu tester, c'était de mettre le titane sur des sites différents. Et donc on voit que lorsque on essaye de partitionner le titane entre le site 2 et le site 4, donc je vous ai remis la structure ici, le site 2 c'est celui-ci avec le double atome, et le site 4 c'est le site en vert ici, juste à côté du calcium. Et lorsqu'on met 50% du titane sur celui-là et 50% du titane sur ces deux-là, en fait, on va obtenir une structure fine avec un pic des secondes ici, B secondes pardon, et un pic des secondes ici. On va aussi avoir une intensité B'B qui est relativement similaire, alors que si on met le titane entièrement sur le site 4, cette fois-ci, on va se retrouver avec la disparition du pic P secondes et un ratio de pic différent et qui ressemble beaucoup plus à ce qu'on obtient par nos méthodes expérimentales. Donc ça semble montrer qu'en fonction de la localisation du pic, on va avoir des structures fines qui diffèrent. Pardon, la localisation du titane, on va avoir des structures fines qui diffèrent. Et surtout que dans notre cas, le titane a l'air d'être plutôt partitionné, plutôt d'occuper le site 4. Donc, comme je le disais tout à l'heure, quand on regarde l'intensité cette fois-ci de l'IL3, donc celle avant le pic, elle évoluait linéairement. Donc, c'était pas celle qui nous posait problème. Et donc, on a testé un certain nombre de paramètres, mais on s'est rendu à l'évidence que celle-ci semblait bien suivre ce paramètre-là, donc l'intensité de l'IL3, semblait bien suivre le degré d'oxydation et ne pas être dépendant de la structure cristalline ou du champ cristallin.
Et donc, on a juste élargi un petit peu la fenêtre afin de minimiser les erreurs. Et voilà ce qu'on obtient. Ici, c'est l'intensité de l'IL3 en fonction du degré d'oxydation. On voit que nos différents standards s'alignent selon une loi polynomiale avec un R2 de 0,99. On voit que cette fois-ci, pour des échantillons avec un même degré d'oxydation, on tombe bien au même endroit hein, pour ces trois standards. Et enfin, les ibonites synthétiques qui ont été mesurés par ESR semblent correspondre aussi, semblent plotter au bon endroit dans notre diagramme. Donc maintenant, on va uniquement utiliser cette fenêtre et on va appliquer cette méthode donc à NWA 5028, qui est une chondrite de type CR2, et on va s'intéresser à une CAI de type compact. On va voir pourquoi par la suite. Donc voilà la CAI auquel on s'est intéressé. On est allé chercher l'ibonite dans ce rime un petit peu plus sombre. Alors il est juste plus sombre parce que c'est là que se forment en fait l'ibonite et la perovskite. Et donc on va s'intéresser à ces grains qui sont en périphérie de la CAI. On est dans une autre zone qui est relativement peu altérée en comparaison d'autres régions. On a essayé de sélectionner une région assez propre et on est allé prendre cet échantillon dans cette région-là. Donc, dans un premier temps, on a mesuré aussi cette ibonite par microsonde et on voit qu'elle a encore une fois une concentration en titane assez élevée, avec 8% en poids d'oxyde, mais surtout, elle a une concentration en vanadium et en fer relativement basse, et ça nous intéresse parce que ça va simplifier les défauts de réaction, puisqu'on aura seulement le titane à prendre en compte, et les autres vont minimiser, on va dire, les erreurs. On a pris ce grain et on l'a monté sur une grille en forme de M. Alors ça, c'est pas l'idéal pour les mesures EDS, donc les mesures chimiques, on va dire, quand on s'intéresse à la concentration des différents éléments, mais ça permet de limiter la courbure de l'échantillon sous le faisceau Fib, et donc d'atteindre des épaisseurs relativement fines, avec une épaisseur globalement en dessous de 30 nanomètres pour cet échantillon, et avec des régions plus fines qui vont jusqu'à des épaisseurs de moins de 20 nanomètres. Et donc, quand on va vouloir faire nos expériences à l'échelle atomique, avoir cet échantillon extrêmement fin va nous permettre d'avoir des résultats avec le moins de bruit possible. Donc voilà l'échantillon, on voit qu'on a différents grains d'ibonite localisés juste à poser, on en a un autre ici, et on a une perovskite qui est juste en dessous. Donc dans un premier temps, on a mesuré ce que j'appelle une mesure un peu bulk, c'est-à-dire qu'on a intégré tous les spectres ensemble de cette région, histoire d'avoir un fort signal sur bruit et de garder une dispersion spectrale assez petite, donc d'avoir une haute résolution spectrale. Donc quand on intègre tous ces spectres, voilà le spectre qu'on obtient, et on le compare ici à nos ibonites synthétiques, et ici c'est notre ibonite naturelle. On voit qu'on a un léger décalage vers la gauche par rapport aux autres spectres, mais que globalement on est situé à peu près au même endroit que cet échantillon d'LND 255. Donc quand on applique simplement la méthode d'intégration avec la nouvelle fenêtre, hein, ici en bleu, vous avez en rouge les anciennes fenêtres d'intégration que je vous présentais ci avant. Voilà la valeur qu'on obtient, la valeur un peu bulk de l'échantillon, avec donc une intensité qui se situe un petit peu en dessous de 2 et qui nous donne un degré d'oxydation autour de 0,85. Alors maintenant, ce qui nous intéresse réellement, c'est la variation de ce paramètre. Donc au lieu de prendre et d'intégrer tous les spectres un petit peu de la région, on va vouloir essayer de faire des cartographies pour voir si ce degré d'oxydation varie à l'échelle de la centaine de nanomètres. Alors pour ça, on va avoir besoin d'augmenter un petit peu le signal sur bruit, on va devoir augmenter le courant sonde dans un premier temps, et on va devoir malheureusement diminuer un petit peu la résolution spectrale, hein, en passant d'une résolution spectrale de 0,025 à une résolution spectrale de 0,25, pour augmenter le signal sur bruit et s'affranchir des problèmes de background qu'on a ici extrêmement bruités. Donc ça nous permet donc d'avoir, en augmentant le courant de sonde surtout, ça nous permet d'avoir un signal sur bruit
assez important par pixel et donc de faire des cartes simultanées en EDS et en Hills. Je vous présente d'abord les résultats de l'EDS, donc de caractérisation chimique. Avec ici, on va se focaliser sur le rapport entre le magnésium et le titane. Alors on voit que ces deux éléments effectivement sont reliés spatialement. On a bien cette substitution couplet qui apparaît dans l'ibonite, avec tout de même certaines certaines déviations, hein. Si on regarde les deux cartes, on n'a pas tout à fait le même résultat. Donc ça veut dire tout simplement que ce n'est pas l'unique réaction de défaut qui va faire incorporer le titane à l'ibonite. Ça se voit assez bien d'ailleurs lorsqu'on plotte ces différents pixels et qu'on regarde, on compare le titane au magnésium directement sous la forme d'un diagramme, on voit que la relation qu'on obtient n'est pas vraiment de 1 pour 1, premièrement, et donc qu'on a d'autres réactions autres que la substitution couplée qui vont intégrer le titane dans l'ibonite. Hop, je l'admets quelqu'un. Donc maintenant, comme on a pu mesurer simultanément en chaque pixel les données EDS et la spectroscopie Hills, on peut les comparer pixel à pixel et obtenir ces deux cartes ici et les représenter spatialement. Ce qui est intéressant tout d'abord, c'est que manifestement, le degré d'oxydation ne dépend pas de la concentration en titane. Ça veut dire qu'on a fait rentrer le titane, on l'a incorporé dans la structure, et qu'ensuite on est venu modifier ce ratio avec le titane qui était déjà présent. T'as une question, Guy? Non. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'on a un gradient vertical à l'échelle de la centaine de nanomètres, et ça veut dire qu'on n'est pas à l'équilibre. Notre grain n'est pas à l'équilibre, on a des processus cinétiques qui arrivent à cette échelle, et ça nous permet de montrer que le grain s'est rééquilibré dans certaines conditions dans un processus secondaire. Alors je vais passer un petit peu là-dessus, mais globalement on a fait différentes cartes dans ces différents échantillons, et on voit qu'on n'a pas toujours le même gradient. Je ne vais pas parler de la map 1 parce qu'elle est proche de l'endommagement fibre, donc je pense que les erreurs là-dessus peuvent être discutées. Par contre, il semble qu'effectivement en bordure de grain, la concentration en titane 3+, augmente au prorata du titane 4+. Alors comme je le disais tout à l'heure, ici nous on s'intéresse à une CAI de type compact. Donc on sait que au cours de sa formation, on a ces CAI ont subi un épisode thermique relativement court, et c'est probablement cet épisode thermique qu'on est en train de sonder ici, et dont on voit l'effet de rééquilibrage au niveau du grain. Donc maintenant, on va essayer d'aller voir ce qui se passe un petit peu à l'échelle atomique et essayer de contraindre ces réactions de défaut, où est-ce que le titane substitue, etc. Donc on a orienté notre échantillon selon l'axe C ici, que vous avez la diffraction si ça vous intéresse en particulier. Et on est allé dans une région qui était proche de la bordure du grain pour essayer de voir un petit peu qu'est-ce qui arrive à l'échelle atomique lorsqu'on a ce gradient vers la bordure du grain. Donc ici, je vous ai affiché un modèle en correspondance de l'image à l'échelle atomique. Donc là, ce qu'on regarde, ce sont des colonnes. Dans le plan perpendiculaire à notre écran, on va sonder un certain nombre d'atomes. Et dans cette orientation, ce qui est intéressant, c'est qu'on va sonder spécifiquement les différents sites. Alors, en rouge, tout d'abord, vous avez le calcium. Donc ça, ce sont les atomes blancs que vous voyez sur cette ligne ici. Ensuite, en vert, vous avez cette deuxième ligne d'atomes ici, mais vous voyez que le nombre ne correspond pas forcément, puisqu'ici on aurait dans ce petit cadre 6 atomes, alors qu'ici on en a probablement 12. Et ça, c'est simplement en fait lié au nombre d'atomes dans cette direction-là. En fait, dans cette orientation, une colonne atomique sur deux contient plus d'atomes. On va avoir 5 atomes, puis 3 atomes, puis 5 atomes, puis 3 atomes. Et donc, on va avoir une alternance de blanc, noir à cette échelle. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que dans cette orientation, encore une fois, l'aluminium 4 et l'aluminium 2 dont je vous parle depuis le début, ces deux sites sont ici en bleu.
et ils vont être localisés juste à côté du calcium, avec dans certains cas, ici par exemple, on peut voir les deux aluminium 4 qui ressortent et qui sont peut-être substitués avec du titane. Donc voilà les mesures qu'on obtient in fine, donc à l'échelle atomique. Ici, je vous ai remis l'image HADF, donc c'est la même image, mais elle a été stackée plusieurs fois au cours de l'analyse, donc on a une résolution qui est un petit peu plus basse, mais on voit que ici, on a toujours nos atomes de calcium qui sont sur cette ligne du milieu et qui sont encore ici, encore ici. Ici, on a nos cartes Hills, donc on s'est intéressé à l'intensité de la ligne du calcium et à l'intensité de la ligne du titane. Quand on regarde leurs intensités, on voit que pour le calcium, on a un résultat discret, on arrive bien à résoudre les différents atomes de calcium sur cette ligne qui correspond aux atomes rouges de la slide juste avant. Maintenant, lorsqu'on regarde les intensités du titane, on n'a pas quelque chose de discret. On est à la même résolution, hein, mais cette fois-ci, on voit qu'on a quelque chose qui est distribué un petit peu plus verticalement pour chaque ligne. Et ça, en fait, c'est tout simplement lié au fait que le titane est réparti sur ces sites 4 et qui va donc allonger un petit peu ce signal verticalement. Avec peut-être ici une résolution de 2 atomes spécifiquement, mais on est un petit peu dans le bruit. Maintenant, si on regarde le degré d'oxydation à cette échelle, on voit qu'on a des pixels qui sont complètement titane 4+, hein, donc on a des colonnes atomiques entièrement constituées de titane 4+, et des colonnes atomiques avec, avec un mélange de Ti4+, et de Ti3+. Ça, c'est intéressant parce que ça montre qu'il n'y a pas de colonne pure Ti3+, on n'est que sur des mélanges ou des colonnes pures Ti4+. Donc ça semble assez bien aller dans le sens qu'on a incorporé d'abord du titane 4+, qu'on a ensuite modifié ce degré d'oxydation en faisant des oxygènes vacants, par exemple, ou des défauts de cations. Alors, si on utilise la relation que John Beckett avait proposée donc pour ces échantillons d'Allende, et constitue notre échantillon sur ce diagramme, on obtient des fugacités d'oxygène entre moins 19 et moins 18 pour le gaz avec lequel le grain s'est rééquilibré au cours de cet épisode court, de courte durée. Mais en réalité, appliquer la relation de Beckett n'est pas si simple parce que, encore une fois, ça dépend énormément des réactions de défaut qui vont introduire le titane dans l'ibonite. Et donc l'équipe australienne, encore une fois, avait proposé que, en réalité, on ne peut pas réellement rattacher le degré d'oxydation à la fugacité d'oxygène, puisque si on fait simplement varier la concentration en magnésium, on va contrôler le degré d'oxydation final et surtout le nombre de Ti4+ qu'on fait rentrer dans la structure. Et ils ont simplement exposé dans leur discussion le fait que s'il n'y a pas du tout de magnésium, comment on fait cette substitution couplée et comment on rentre du Ti4+. On devrait être entièrement sous la forme Ti3+ dans ce cas-là. Alors, ils ont raison d'adresser ce problème, mais en fait, John l'avait déjà, en avait déjà discuté dans son papier. Hein. Lui, il s'est justement placé dans un cas particulier, il est allé sélectionner des échantillons, donc ces échantillons dont je vous parle, sélectionner des échantillons dans les météorites d'intérêt, donc il est allé prendre des échantillons dans Allende et d'autres dans Murchison, et il a travaillé en fait à une composition fixe. Donc dans son cas, John Beckett en fait avait une concentration de magnésium fixe, et donc il pouvait lier cette fois-ci l'AFO2 uniquement à son degré d'oxydation parce qu'il pouvait contrôler cette concentration. Alors, un moyen de corriger un petit peu cette problématique, c'est d'utiliser les travaux expérimentaux qui ont été proposés dans la littérature, et donc d'utiliser un plot en 3D avec le degré d'oxydation ici, le magnésium en concentration, et la fugacité d'oxygène ici. Et voilà la surface qu'on obtient. Et donc ce deuxième diagramme, en fait, je vous ai juste pris des tranches de ce diagramme à des concentrations de magnésium constantes, et on obtient des relations qui vont varier en fonction du degré, en fonction de la concentration de magnésium. Et donc, en fonction de l'échantillon qu'on est en train d'analyser, on peut essayer de se placer sur ces différentes relations. Dans notre cas, on est à un magnésium par formula unit de 0,5. Et donc on aurait cette courbe ici qui relie le degré d'oxydation à la fugacité d'oxygène dans le milieu.
Alors si on fait ça, on peut appliquer cette simple relation à notre échantillon. Donc je reprends la carte de tout à l'heure et notre gradient vertical ici. En appliquant la relation, on peut tracer une carte de la fugacité d'oxygène auquel a été exposé le grain lors de sa deuxième équilibration. Et ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'ici, on est vraiment en train de un petit peu de prendre la météo du système au moment où ce grain s'est rééquilibré, et on va vraiment tracer un petit peu ces interactions solide-gaz lorsque ce grain a été monté à haute température. Alors, je rappelle encore une fois que ce grain est dans une CTA, hein, dans une CAI de type compact, et on va reparler de ça juste après. Donc pour résumer, on a pu donc développer cette méthode, vérifier la méthode de Stoyanov et la modifier quelque peu. Cette méthode, elle nous a permis de voir qu'il y avait des gradients à l'échelle de la centaine de nanomètres. Donc ça montre qu'on a rééquilibré le grain ou sur des grains plus anciens que le grain s'est équilibré avec des processus dynamiques. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe dans d'autres CAI, justement. Pour l'instant, on a travaillé sur ces CAI de type compact, mais qu'est-ce qui se passe dans les types fluffy si on prend ça dans une météorite de type C3.0 et qu'on observe ce type de gradient? Ça voudra dire que dans notre modèle de condensation à l'équilibre, il se passe en fait dans un second ordre d'autres choses à l'échelle plus petite, peut-être, on aurait des effets cinétiques qu'il faudrait prendre en compte lorsqu'on essaye de modéliser nos assemblages minéralogiques. Donc on a montré qu'on pouvait appliquer cette méthode à l'échelle atomique, et ça nous a permis de confirmer la chimie cristalline de l'ibonite et où est-ce que le titane substitue dans cette structure. Maintenant, pour essayer de mesurer la fugacité d'oxygène, on a vu que en fait ça dépendait beaucoup de ces réactions de défaut qu'il faut contraindre correctement. Nous, on a appliqué une simple correction ici, mais c'est pas tout à fait là où on veut s'arrêter. En réalité, on est en train de lancer nos calculs DFT pour aller explorer ces différentes concentrations, donc chercher des potentiels chimiques différents pour le magnésium, mais aussi peut-être pour d'autres solutes. Hein. Si on se trouve dans des grains où il y a plus de fer ou de vanadium, ce serait intéressant de savoir ce qui se passe en termes de relation degré d'oxydation et fugacité d'oxygène. Et donc ça, on va essayer de l'explorer un petit peu avec des méthodes de DFT pour accompagner les mesures expérimentales qui ont déjà été proposées. Et c'est uniquement en travaillant correctement sur ces défauts de réaction, hein, en les caractérisant correctement, qu'on va pouvoir proposer un modèle robuste pour lier ce degré d'oxydation à la fugacité d'oxygène. Et c'est aussi montrer qu'on ne peut pas simplement utiliser les relations, par exemple, qui ont été déterminées par John Beckett. Alors, maintenant, cette méthode, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir l'appliquer à d'autres minéraux, par exemple, et surtout, ce qui pourrait être intéressant, c'est de connaître le degré d'oxydation et les conditions de fugacité d'oxygène des autres minéraux contenus dans la même CAI, pour voir si dans cet assemblage minéralogique, on a subi exactement les mêmes conditions, ou est-ce qu'on a impacté des grains dans cette CAI qui était initialement formée dans des conditions, ou reprocessée dans des conditions différentes. Donc ça, c'est une première chose qu'on aimerait faire, mais des petits grains, j'ai envie de dire, il y en a un petit peu partout. Et donc ça, c'est un petit peu dans la lignée de ce que je fais depuis que je suis en thèse, où on avait développé des méthodes pour caractériser presque d'un point de vue statistique les petits grains à l'échelle submicrométrique qu'on peut retrouver par exemple dans la matrice ou dans ces assemblages extrêmement complexes. Et à partir de ces études statistiques, on va pouvoir cette fois-ci avoir vraiment sélectionner l'échantillon, le remettre dans un certain contexte, et donc nos méthodes à l'échelle nanométrique ne sont pas juste perdues au milieu d'un grain atomique, hein, on arrive bien à le faire remonter à un processus initial parce qu'on raccroche un contexte à cela. Et je pense que ce type de méthode, c'est un petit peu ce qu'on aime développer en ce moment, et c'est tout à fait dans la lignée de ce qui arrive avec ces missions spatiales, Hayabusa 2 et Osiris-Rex. Et donc au laboratoire, on devrait bientôt recevoir nos échantillons d'Hayabusa, et c'est vrai que ce genre de technique pour comprendre la formation et les conditions de formation surtout de ces différents grains fins va être réellement intéressant, en tout cas pour moi, ça va être vraiment intéressant.
Merci beaucoup de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pierre-Marie, j'ai une question. Vous m'entendez? Ouais, Oui, oui, bah, je t'entends très bien. Donc tu parles effectivement de regarder d'autres éléments pour dresser tes cartes météo à un instant donné ou à un endroit donné de la nébuleuse. Ouais, Ça, je comprends. Après, chaque élément a son... Si on regarde un diagramme d'Ellingham, chaque élément a sa fugacité, a sa zone, a son domaine de fugacité pertinent. oui. Si on s'intéresse à une nébuleuse qui est autour de 10-19, 10-18 en log de FO2, est-ce que ça a un intérêt quelconque d'aller regarder le fer, par exemple? Où il est le tampon fer 2, fer 3, fer 0 par rapport à 10-18, 10-19? Il me semblait C'est que ça. le titane, c'était intéressant parce que c'était une très très bonne sonde, des environnements très réducteurs, mais le fer n'est pas très bon pour ça. Non, non, tout à fait, tu as raison. C'est vrai que peut-être que j'ai mal construit cette phrase, dans le sens quand je dis si on analyse les autres phases dans cette CAI, donc si on est typiquement sur des types fluffy en plus, l'idée en fait ça va pas être de corréler les grains entre eux, enfin si, mais c'est normal qu'ils n'aient pas la même fugacité in fine. L'idée, c'est d'aller voir, de rentrer ces données-là dans le modèle de condensation et de voir que justement, le titane, tu vas être sur des températures plus élevées, sur des premières phases de condensation, et c'est ça que tu vas rentrer dans ton modèle à ce moment-là. Et puis sur des phases à température plus basse, là par contre, tu vas changer tes fugacités d'oxygène. Et donc, l'idée, c'est juste de montrer, enfin pas forcément de montrer, mais c'est de voir si ça corrèle bien avec ton modèle de condensation. Et est-ce que tu reproduis bien cette évolution justement de la fugacité d'oxygène au fur et à mesure que tu cristallises tes différents grains et que tu fais rentrer l'oxygène dans tes silicates. Ouais. Okay. Donc typiquement le fer, tu vas l'utiliser plus bas. Ok. Le 10-18, c'est solaire ou ça correspond aux prédictions solaires ou pas? Alors pour ces températures-là, oui, tu t'es encore une fois, c'est sur ces premières phases qui condensent. Hein, sur ces premières phases qui condensent, oui, ça correspond assez bien, avec des fugacités qui ont été enregistrées jusqu'à -20, log de FO2. Et qui est entre -15 et -20 dans ces gammes-là, ouais. Et John Beckett, si je peux me permettre, c'est Guy Bourret qui parle. Oui, oui, je t'entends. Il prédit sur ses rapports TI3+, TI4+, des FO2 qui sont à IW-7, -6. Donc, c'est effectivement les enregistrements les plus réduits que l'on puisse avoir à l'heure actuelle avec ces ibonites. D'où l'intérêt, effectivement, de savoir si ce qui est mesuré là, c'est effectivement une information, comme tu dis, redox ou pas. Alors, j'ai levé la main, donc je vais poser mes questions. Donc, je trouve que elle est super, super pertinente parce qu'effectivement, il y a une espèce d'ambiguïté, de point d'interrogation sur ce rapport TI3+, TI4+. Est-ce qu'ils sondent ou est-ce qu'ils ne sondent pas les conditions d'oxydoréduction? Et alors, moi, j'avais bien suivi les travaux de Patricia Doyle et les collègues australiens et qui ont continué aussi sur le titane sur d'autres phases. Et j'ai retenu quand même cette leçon que tu montres aussi, qu'en fait, on pourrait se poser la question de savoir si le rapport TI3+, TI4+, il est plus sensible à la fugacité d'oxygène, comme tu le dis, ou plus sensible à un autre paramètre dont tu parles peu, mais qui est l'activité. Parce qu'en fait, ce que l'on voit, par exemple, dans ce CTA, ce Compact Type A, c'est qu'on est sur la bordure et ça, à un moment donné, c'est passé par un état fondu. Donc, en fait, l'idée, c'est de savoir finalement, est-ce que c'est relié au... Toi, tu dis la concentration en magnésium, mais je pourrais aussi dire... L'activité plutôt, oui. L'activité. C'était pour simplifier. Voilà. Et donc, à ce moment-là, c'est vrai qu'on aurait une liaison complexe entre eh bien, la composition chimique du bain et son évolution, mais pas uniquement que sur le magnésium, comme tu le dis, mais sur l'ensemble des éléments qui vont pouvoir avoir un effet sur l'activité du magnésium.
Donc, Bien sûr. ça, Et c'est c'est pour ça que, tout à fait. Et donc c'est effectivement le problème qu'ont posé ouais, voilà. l'équipe australienne, et c'est super qu'ils aient fait ça. Et je pense que c'était aussi important qu'ils disent on peut pas juste prendre la méthode et l'appliquer comme ça. Euh, Mais c'est le Maintenant, la sens question aussi de ta c'est conclusion, hein. C'est le sens de ta conclusion aussi. oui, oui, exactement. C'est d'aller chercher effectivement ces calculs DFT pour voir ce qui se passe et d'essayer d'intégrer ça, pas uniquement le magnésium, mais aussi d'autres éléments. Tout à fait. C'est ce qu'on est en fait. Je suis en plein dedans, donc c'est pour ça Ouais. que. Alors, je voudrais aussi livrer une autre information que sûrement tu connais. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que ce rapport TI3+, TI4+, il a été sondé dans d'autres phases, et notamment les olivines, et justement pour essayer de voir si on ne pouvait pas en sortir une information, encore une fois, redox, comme tu l'as montré. Et donc, il y a pas mal de travaux qui ont été faits par Steve Simon et Larry Grossman sur les condres, par exemple. Et une chose qui est très, très intéressante, c'est que alors que l'environnement des condres de type 2 est supposé très oxydant, on est à IW-1, donc on est peut-être 5 ou 6 unités de log au-dessus de ce qui est prédit par Beckett, eh bien, ils Ouais. sont des quantités de TI3+, très, très, très importantes. Donc, en fait, il y a vraiment quelque chose à comprendre avec ce TI3+, TI4+, et pas nécessairement une relation très sympathique avec la fugacité d'oxygène. Donc, je suis Non, c'est sûr. très curieux de voir l'avancée de ces résultats parce que c'est vrai que quand on regarde les types 1 et quand on regarde les types 2 en compte, eh bien, on voit des signatures qui sont assez semblables, alors que les uns sont dits être dans des conditions plutôt réductrices et les autres plutôt dans des conditions oxydantes. Mm. Voilà, Mais merci. ce que je trouve intéressant aussi, c'est que même sans, tu vois, même si tu obtiens une relation très compliquée avec la fugacité d'oxygène, tu peux presque, en fait, déjà l'information que ton degré d'oxydation varie, ça t'implique énormément de choses au niveau des processus. Donc c'est vrai que tu seras peut-être pas à même d'avoir à la fin une fugacité d'oxygène parfaitement contrainte. Alors, ça reste à regarder avec les travaux qu'on est en train de faire aujourd'hui. Je pense que ce sera toujours compliqué de toute façon. Mais au moins, tu peux déjà montrer en fait que voilà, tes grains sont pas forcément à l'équilibre. Et donc, quand tu t'es sur Ouais. une CAI de type fluffy, je pense que l'information presque primordiale, elle est presque déjà là en fait. C'est oui, le FO2 ça va être difficile à avoir, mais le fait qu'on ait un gradient de degré d'oxydation, si on le mesure, hein, encore une fois, on l'a pas fait, mais je pense que c'est ça qui est déjà une information captivante, quoi. Et juste pour finir, après je me tais, mais c'est pas sûr que le gradient que tu vois, c'est un gradient de FO2. Ça peut Non, être. non, exactement, Voilà. ouais, Donc, exactement, ouais, ouais, tout à fait, merci, merci. avec plaisir. Ouais, je vais peut-être poser une question. Oui. Bonjour, merci pour la présentation, c'était très clair. Alors moi, c'est une question un peu de néophyte, mais le titane 3+, on sait également qu'il peut être produit par des rayonnements ionisants. Et donc sur 4 milliards d'années, s'il y a un tout petit peu de radioactivité dans le système, est-ce que vous êtes sûr que ça ne va pas modifier votre rapport TI3, TI4? Alors ça c'est une bonne question. Je pensais presque plus alors peut-être que je me trompe, mais je pensais presque plus au rayonnement solaire hein, qui pourrait changer ce ratio. Je pense que ça dépend. Non, non, pas forcément. Je te vois hocher de la tête. Non, mais peut-être oui, enfin je sais Oui, pas. Enfin, on sait que ou la en tout cas radioactivité. je pense que ça dépendra vraiment de où tu te situes dans ton disque primordial. Hein. Si tu es dans une densité assez importante et que ton système est relativement opaque, faut voir le degré de radiation que ça occasionne. Et est-ce que ça va attaquer préférentiellement le titane 3+, plutôt que le 4+? C'est aussi une autre question. Alors là, je sais pas. L'idée, c'est que ça peut générer du titane 3+ à partir du 4+. Ça, Ah c'est le d'accord, cas très qu'on bien. connaît Oui. dans les minéraux. Et donc, c'est peut-être des choses qui, justement, demanderaient à être regardées un peu en détail, parce que sur des temps longs, bon, ça serait... Bah, en fait, je pense que ouais. Ouais, faudrait regarder la stoichiométrie qu'on obtient en fait. Je pense que si tu vois un écart à la stoichiométrie qu'on obtient, c'est peut-être pas uniquement lié à des oxygènes vacants, mais peut-être à effectivement ces processus d'oxydoréduction faits par des dommages. Oui, c'est une bonne question en toute honnêteté. Je sais pas à quel point ça peut impacter ce ratio-là. Ouais. Ça n'a Ouais. jamais été regardé, quoi, c'est ça? Non, non, j'ai pas été regarder ça. Non. Du coup, je vais aller regarder. C'est intéressant. Ouais.
Ok, merci. Merci pour la question. Bonjour, bravo pour cet exposé vraiment très très intéressant et qui ouvre des perspectives extrêmement réjouissantes et Merci. enthousiasmantes. J'avais des questions qui sont plutôt d'ordre méthodologique. Bien sûr. Par rapport à la préparation de fibres, on sait que généralement il y a formation d'une couche amorphe en surface, alors qui devient prépondérante quand on a des épaisseurs très minces. Est-ce que vous l'intégrez dans l'extraction de votre signal? Est-ce qu'il n'y a pas une couche amorphe qui pourrait vous gêner et rajouter du bruit en quelque sorte? Si, alors donc c'est pour ça que déjà, en fait, moi je dépose, j'imagine que vous faites un peu pareil, mais on dépose déjà une couche de protection initiale. Donc avant en fait même d'allumer mon faisceau d'ion, en faisceau électronique, je pose une couche de carbone directement sur l'échantillon que je veux extraire. Donc ça c'est pour protéger un petit peu de l'irradiation, enfin des dommages fibres. Ensuite, malgré tout, comme tu l'as mentionné, effectivement, même avec cette couche de protection, qui n'est pas la capping layer, hein, la capping layer, je vais rajouter encore derrière, dans un faisceau ionique, une couche encore plus élevée. Mais même avec ça, on va forcément avoir de l'amorphisation et du dommage sous le faisceau. Et c'est justement, voilà, quand je disais cette carte 1 là, que je veux pas prendre en compte, c'est parce que justement je suis trop proche de la capping layer et je sais pas si c'est lié au fib ou pas, quoi. Donc je préfère me dire ok, cette carte là on la prend pas. Ça, à mon avis, ça nous montre bien d'ailleurs la profondeur de ce dommage. Et par contre, ces deux autres cartes semblent être plus basses et protégées de ces dommages fibres, puisqu'on voit pas forcément de variation à ce niveau-là. Ouais. D'accord. Et une dernière, je m'arrête après. Moi, je t'en prie. Là, sur l'interprétation à l'échelle atomique, c'est souvent intéressant de revérifier ça avec des spectres obtenus à l'échelle atomique. Est-ce que vous avez pu vérifier si justement vous retrouviez bien des signatures caractéristiques des types d'oxydation du titane? Si tu veux dire si je remesure derrière? Oui, ou si on réanalyse les spectres finement, oui, alors comme c'est pas la même résolution, c'est peut-être difficile de le faire en même temps, mais réanalyser une autre Oui. zone. Puis on sait qu'on a des erreurs qui sont plus significatives à l'échelle atomique. Hein. Ça, on le discute. Hein. On dit bien que il y a deux poids deux mesures, quoi. Quand on prend la région bulk, c'est exprès, c'est pour avoir un ratio qui est plus solide. Quand on regarde à l'échelle atomique, c'est plus pour regarder si on peut avoir des colonnes pures TI3+ ou pas. C'est difficile de remesurer. Donc dans ce cas-là, je me mettrais toujours dans des conditions d'analyse à l'échelle atomique. Et donc, il faudrait que je remesure la même région. Ce qui est difficile, honnêtement, sur ce grain en particulier, je ne sais pas si on le voit, mais il y a pas mal, malheureusement, d'époxy. On la voit ici. Voilà. Et cette époxy-là, malgré le fait que je travaille avec un dower de nitrogène liquide et que je passe mon échantillon que je n'ai voilà, malheureusement en fait j'ai pas mal de dépôts de carbone qui arrivent juste donc en fait je suis obligé d'intégrer très vite mais alors ça va pas impacter le ratio. Hein. Ça va. Par contre, ce qui est intéressant, ça a été de suivre un petit peu justement l'edge du carbone pour voir ce qui se passait. Mais je sais que voilà, si je repasse après, surtout quand j'arrête le faisceau et que je le remets, je vois qu'à ce moment-là, c'est là où vraiment je fais du dépôt carbone, quoi. Ça résiste bien? Donc malheureusement non. L'échantillon résiste bien? Ah, l'ibonite, c'est un plaisir. Moi, je travaillais avant sur d'autres choses. L'ibonite ou la perovskite. Le mieux, c'est la perovskite, que j'ai analysé une perovskite pour regarder un petit peu le titane dedans. C'est vrai qu'en termes ouais, sous le faisceau, c'est agréable parce qu'on peut travailler avec des courants de son gigantesques, quoi. Et de rester assez longtemps par pixel aussi. Hein. Je suis allé des fois, quand je suis au bulk, je peux aller presque au-dessus de la seconde des fois. Et à l'échelle du nano, je suis à 0,5 secondes d'intégration, quoi, et ça tient, quoi, sans problème. Merci beaucoup. Avec plaisir. Bonjour, merci beaucoup pour cet exposé. Alors, je ne suis pas du tout experte sur ce type d'échantillon, mais je suis spectroscopiste plutôt spécialisée en Niels. Ouais. Donc, j'ai admiré les spectres que vous avez obtenus et puis particulièrement tous les modèles, etc., tout l'effort que vous avez fait pour caractériser ça. Mais je suis relativement surprise
de votre affirmation de dire que vous avez obtenu en fibre une lame d'épaisseur inférieure à 30 nanomètres sur plusieurs microns, d'après l'échelle qu'on Non, voit non, ici? pas sur plusieurs microns, hein, c'est sur la partie supérieure. Oui, c'est ça, on est d'accord. Oui, non, Et donc, je me permettrai pas. d'accord, vous me rassurez. Parce Non, que non. sinon, là, j'allais vous demander la méthode. Comment vous faites? Non, 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 non. Par contre, alors, ce qui me gêne un tout petit peu, c'est que on sait que dès que l'épaisseur augmente sur l'échantillon, on va avoir le problème d'un fond continu qui va être très gênant pour ôter le signal sous le seuil du titane et sous les seuils L2-3 particulièrement, parce que pour le modéliser, c'est pas si simple que ça, avec le seuil d'oxygène qui est en général relativement proche. Et donc, c'est vrai que, comment dire, votre choix de fenêtre, en tout cas pour la première méthode que vous avez décrite de vos collègues, je suis relativement étonnée que ça marche relativement bien sur la partie D, parce que je pense que vous pouvez vous confronter à des problèmes d'épaisseur de l'échantillon. Alors, est-ce que vous ôtez l'épaisseur pour faire vos extractions de seuil et ce fond continu, vous travaillez dessus, ou quelle est votre méthode pour vous affranchir de ce fond continu? Ce qui vous inquiète, c'est en particulier la position du pic D, j'imagine, enfin l'intensité du pic D. Le D va être parce qu'on est derrière, quoi, voilà. Ouais, le A, j'ai pas dit qu'il n'était pas tangent aussi, mais disons le D va être encore plus tangent que celui-là. Bien sûr. Non, mais c'est une super question parce que c'est effectivement de là d'où viennent en fait les erreurs principales. Donc en fait, moi, dans le papier qu'on est en train d'écrire, il y a toute une partie où en fait je parle de cette comment on a enlevé le background, et c'est vraiment ça qui va majoritairement influencer l'intensité qu'on retire surtout sur cette fenêtre IL3, quoi. Donc dans un premier cas, en fait, ce que j'ai fait pour vraiment que ça soit reproductible, déjà mes fenêtres de détermination donc de mon background exponentielles, elles sont toujours placées au même endroit, et donc ça je l'ai fait à partir de tous les standards ensemble. Donc ça c'était pour essayer vraiment d'avoir quelque chose au moins déjà de reproductible. Et en fait derrière je mets et c'est dans leur méthode, Stoyanov et al aussi le font, on va appliquer un deuxième en fait background qui va être une fonction de double arc tangente où on va en fait voilà. Et donc ça permet quand même d'aller chercher l'intensité en post-edge, et donc de s'affranchir un petit peu de cet effet d'épaisseur, puisque on va arriver à zéro, que ce soit avant ou après le edge. Alors forcément, ça va influencer sur l'intensité du pic D, comme vous le dites. Donc c'est vrai que dans la méthode, c'est peut-être pour ça qu'on a de la dispersion sur ces TIK+. Hein. J'avais pas pensé à ça, donc c'est effectivement une bonne question. Par contre, sur le onset, je pense qu'on va être vraiment plus dépendant mais surtout de la position en fait du edge, plutôt que du background qui de toute façon est à zéro. Donc en fait c'est vraiment est-ce que le pic A rentre dans la fenêtre ou pas qui va majoritairement générer ça. Et donc en fonction du bruit, par contre, ça va changer. C'est-à-dire que quand on va diminuer la résolution spectrale, on va voir tout de suite que la résolution qu'on en fait, on va avoir plus d'erreurs. Allez-y, allez-y. Oui, j'allais vous dire, et donc ce qui se passe, à mon avis, c'est quand vous réduisez votre résolution spectrale, vous commencez quand même à avoir moins d'informations, comment dire, comparables, disons, sur l'intensité, parce qu'à mon avis, vous commencez à rentrer beaucoup de bruit dans l'information, à mon avis. Alors, beaucoup de bruit, non, parce que du coup, c'est pour ça que j'ai joué sur le signal sur bruit. C'est ça que je suis allé chercher. Je voulais et donc ça, j'ai travaillé longtemps pour trouver le bon courant de sonde sans modifier mes spectres. Donc, je dirais pas forcément du bruit. Quel courant de sonde vous avez utilisé? Alors, c'est une bonne question. Je les ai pas en tête. En fait, c'est des modes différents qu'on utilise dans le microscope. Donc, j'avoue qu'il faut que je sorte la table qui va avec. Mais ce sera dans le papier. Et je les ai pas en tête. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, effectivement, on va perdre forcément en résolution, mais ce ne sera pas forcément lié au bruit. Je pense que ce sera vraiment lié au fait que notre résolution sur la position du pic A va changer. Voilà, c'est surtout ça qui, après mon étude justement du bruit, c'est ça qui ressort. J'ai fait les deux, hein, j'ai mesuré justement avec différentes dispersions, hein, c'est ce que je montrais, parce que j'étais curieux de, est-ce que c'est uniquement lié à ce grande bruité ou que c'est vraiment lié à cette position du pic A. Ça a l'air d'être plutôt le pic A. Et encore une fois, c'est pour ça que je le rappelle, on fait différentes choses, mais c'est indiqué dans la méthode.
La méthode bulk, c'est celle à utiliser si vous voulez une mesure fine. Maintenant, si vous êtes intéressé pour regarder les variations, c'est aussi tout à fait intéressant. Et malheureusement, si on doit diminuer un petit peu, augmenter les erreurs, c'est nécessaire, on le sait, il faut le garder en tête. Après, il faut savoir si vos barres d'erreur, elles sont logiques ou non, et si on voit vraiment une variation qui sort de ces barres d'erreur-là. Mais je pense que de toute façon, comme vous le dites, on n'a pas vraiment le choix. Et c'est les complexités techniques qui vont avec. Et c'est pour ça que garder une mesure bulk avec une forte dispersion et une mesure atomique avec cette fois-ci plus d'erreurs, bon, il faut garder en tête que c'est pas la même chose. On n'a pas les mêmes mesures, mais au moins on a une mesure propre initiale. Ouais. D'accord, je vous remercie. Avec plaisir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est moi qui dis ça. Pardon. Allez, vas-y, Emmanuel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ouais, allez, j'en ai une petite. Il n'y a pas du tout d'hydrogène dans vos minéraux? C'est complètement anhydre ou il peut y avoir des traces d'hydrogène? Ah, c'est qui demande ça? Ah oui, oui, oui. Oui. Dans l'ibonite, c'est une bonne question. Je pense qu'il y a des traces, il peut y avoir des traces d'hydrogène. En fait, ouais, habituellement j'aurais dit pas forcément, je vois pas très bien pourquoi l'ibonite contiendrait ça, mais quand je vois ce que nos collègues à la NanoSim sont en train de faire sur des grains de ce type-là, pas forcément l'ibonite, mais sur des grains qui ont été formés à très haute température et on s'attendrait pas à avoir des liaisons hydrogène, en fait ils en trouvent toujours, donc bon. Et puis surtout, cet hydrogène-là, il peut venir malheureusement pour le coup de n'importe où. Rien que sous le faisceau, quand je dépose du carbone, j'imagine bien que je condense aussi des espèces volatiles à ce moment-là. J'en suis persuadé en fait. Donc aller mesurer ça pour moi, avec le microscope, ce serait idiot. Aller mesurer ça avec une autre technique, ça pourrait être, Parce que être après, ça intéressant. pourrait être à prendre en compte dans vos équilibres en termes de compensation de charge, etc. Ouais, ça c'est vrai. Après, je pense pas que ça soit gigantesque. Hein. Je pense que ça n'influencerait pas forcément le bilan de charge final. Probablement pas. Hein. Non, ouais. Dans les corindons, il n'y a pas grand-chose. Donc, ouais, dans les corindons, ça m'étonne pas. Mais il y en a quand même. il y en a un peu. Ouais. Oh, c'est fou, quoi, dans le corindon. Ok, merci. Merci. C'est moi, j'ai une question, Ludovic Ferrière. Pourquoi avoir choisi cette météorite en particulier? Alors en particulier, c'est une bonne question. En particulier, c'est tout simplement parce que j'ai un collègue qui était en train de la caractériser et ce qui m'intéressait avec le fait de il travaillait sur cette CAI, donc j'avais pas besoin de faire toute la caractérisation, je la connaissais déjà bien et je voulais au début travailler sur un type compact parce que justement je savais qu'il y avait cet événement de haute température et donc si je voulais m'intéresser particulièrement au gradient, c'était le premier échantillon qui était malin à aller mesurer parce qu'on s'attendait un petit peu à avoir ces variations assez importantes. Qu'est-ce qui se passe maintenant voilà, sur d'autres types de CAI? C'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Là, pour le coup, on sélectionne pas les mêmes échantillons, on se rapproche des 3.0 et des fluffy type. Merci. Bon. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on Alors, il y a une question dans le chat. Ah. Question. Alors, bonjour, il y a des problèmes de micro. Je pose ma question écrite. Le retour des échantillons d'Hayabusa est prévu pour quand et qu'attendez-vous comme belle surprise? Merci à vous, merci pour cette conférence. Alors, Hayabusa, pour nous, ça devrait... donc, les échantillons sont déjà là. Hein. C'est pour ça qu'on a cette belle photo prise par la JAXA. Pour le LPL, les échantillons devraient arriver autour d'octobre, normalement. Comme belle surprise, c'est une bonne question. En réalité, c'est plutôt eux qui étaient au courant qu'on développait cette méthode et qui étaient curieux de mesurer. Alors nous, on ne connaît pas encore très bien les grains qu'ils ont, mais qui étaient curieux de mesurer justement ce ratio de titane dans certains grains qu'ils avaient observés. Donc ça dépendra vraiment de leurs analyses préliminaires. Voilà. Pour cette oui, en laboratoire, je comprends bien. Mais voilà, donc ils nous en ont pas vraiment dit plus, mais ils nous ont contacté en disant qu'ils aimeraient bien rajouter cette méthode. Voilà.